Salut tout le monde, je suis Farid Las, personnage échappé du tableau de Georges de la Tour intitulé Le tricheur à l'as de Carreau. Bienvenue au CPGE Casino Scientifique pour notre grand enjeu, le travail. L'équipe elle est là, sauf que Monsieur Virgile, il a quelque chose à nous dire. Il était au salon de l'agriculture de Meknès. Voilà, comment c'était Monsieur Virgile? Oui, donc c'est hyper développé, c'est hyper mécanisé. Il y a même de l'intelligence artificielle dans la production agricole. Et bien même dans l'élevage. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il y avait des banquiers qui proposaient de l'argent aux gens. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils font là. Quelle relation y a-t-il entre l'agriculture et l'argent? Oui, Monsieur Vinaver peut nous éclairer là-dessus. Eh bien, Monsieur Virgile, aujourd'hui, donc, l'agriculture, comme tout autre domaine d'activité économique, ça nécessite des investissements, ça nécessite de l'argent. Il faut qu'on y mette de l'argent pour que ça produise plus. Eh bien, donc le capital, il est injecté dans le travail agricole. Ce n'est plus tout simplement cultiver, moissonner, vendre, consommer. Voilà, donc ici, on est dans une autre logique. On doit produire beaucoup plus et pour gagner plus. Et ce n'est pas sans raison que le thème d'aujourd'hui, ou bien l'enjeu d'aujourd'hui, c'est le travail et le capital. Eh bien, qui dit capital, c'est l'ensemble des biens que l'on fait valoir dans une entreprise. Et qui dit bien, dit argent, fonds de roulement, ce qu'il y a dans la caisse, les machines, les voitures, tout ce que il est inscrit dans le registre ou bien des avoirs de l'entreprise, ça constitue un capital. Et le capitaliste, ce sont l'ensemble de ceux qui possèdent les moyens de production. Donc celui qui possède les moyens de production, donc il possède l'usine, il possède la machine, il possède la terre, il possède même, voilà, en quelque sorte, il s'achète le travail des autres. Si on prend par exemple le papier hygiénique, dans ce papier hygiénique que fabrique l'entreprise de Haas et Avoir, donc il achète le travail, donc le travail par exemple de Lubin, donc il est inclus dans le produit. Eh bien, donc il est payé, il part. Et ce travail-là que le salarié a vendu à son patron, donc ça constitue un capital. Et le patron, il vend le produit, il réalise une plus-value. Donc la différence entre ce qu'il a payé le salarié et ce qu'il lui reste, donc ça constitue un profit. Et ce qu'il a payé pour l'exécution du travail, c'est un capital. Donc ça fait partie, ça fait partie du moyen de production. Eh bien, ce n'est pas sans raison qu'on verra, puis on essaiera de voir comment la force de travail constitue un capital à part entière. Madame Simone est toujours la première. À la page 213, vous dites « Un homme de 40 ans ne pouvait plus trouver d'embauche parce qu'on le considérait comme déjà usé, vidé et impropre pour la production à la cadence actuelle. » On a déjà vu cette citation quand il s'agissait de l'effet du travail sur le corps. Également ici, donc, il est valable parce que il montre qu'à un certain âge, le travailleur ou bien l'homme ou bien le salarié il n'est plus accepté, on ne lui donne plus de travail parce que il n'a plus cette force de travail désirée, bien désirée par
le patron, ou bien sa force de travail ne satisfait plus le patron, eh bien, donc lui, il ne peut plus travailler et du coup, il ne peut plus voilà, gagner de l'argent. Donc, c'est cette force de travail, il constitue en fait pour lui un capital. Donc, c'était son capital, c'était ce qu'il avait. Ici, ce qu'il vendait au patron. Et du moment que le patron ne veut plus de sa force de travail, c'est-à-dire il est dévalué, il n'a plus de prix, il est réduit à zéro, il n'a plus de valeur. Eh bien, donc cela montre que la force de travail constitue un capital à part entière. Eh bien, on est tous d'accord, oui, c'est très plausible. Voilà, à la page 208, vous ajoutez, donc c'est son souci primordial était de trouver les moyens de forcer les ouvriers à donner à l'usine le maximum de leur capacité de travail. Et c'est Taylor, c'est lui, par sa rationalisation, donc elle a essayé d'extraire, de prendre, de forcer les ouvriers à donner le maximum de cette capacité de travail. Et cette capacité de travail, il est converti en capital. Donc ça constitue, ça constitue un capital pour le patron. Et également, ça constitue c'est le seul capital que possèdent les salariés. Et du moment qu'ils n'ont plus, comme on l'a vu tout à l'heure dans votre citation, du moment qu'ils n'ont plus cette force de travail, ne peuvent plus la déployer, elles sont jetées par-dessus bord. Oui, c'est tout à fait vrai, madame. Pour vous, monsieur Virgile, à la page 116, vous dites: mais ce cheval, même lorsqu'apesanté par la maladie ou déjà ralenti par les ans, il a des défaillances. Enferme-le au logis et soit indulgent à une vieillesse qui ne le déshonore pas. Eh bien, c'est un être vivant, donc il a un début, il a une fin, il vieillit. C'est la logique de la vie. À un certain moment, donc son travail, donc ce cheval-là, quand il atteint un certain âge, ou bien quand il est touché par la maladie, donc son travail, il travaille de façon lente. Donc il n'est plus, donc le rendement n'est plus le même. Et du coup, donc comme a dit Virgile, il a des défaillances, donc il a des ratés, donc il ne produit plus comme avant. Donc son travail, donc il n'est plus comme avant. Et du coup, quand il ne travaille plus comme avant, c'est-à-dire sa force de travail, il a régressé. Dans le cas Virgile ici, conseille de ne pas jeter dessus bord ce cheval-là, ne pas s'en débarrasser comme font malheureusement la plupart des cultivateurs ou bien des transporteurs qui utilisaient les bêtes de somme. Une fois qu'il ne peut plus travailler, il le libère dans la nature, sans nourriture, etc. Donc c'est une forme d'ingratitude à l'égard de ce travailleur qui est le cheval. Bon, en somme, donc la force de travail constitue un capital. Donc si on fait le bilan, ce cheval-là, il a labouré telle année, donc plusieurs années. Donc le cumul de son travail, donc ça a constitué pour l'agriculteur un capital. Et du moment qu'il n'a plus cette force de travail, donc la plupart ils le rejettent. Ici, Virgile le recommande de ne pas le jeter dessus bord, de ne pas être ingrat à son égard. Il faut en prendre soin jusqu'à ce qu'il meure. Également, un autre versant de cette force de travail qui est un capital, c'est que ce cheval-là, à cet âge-là, il devient frigide pour Vénus, c'est-à-dire il ne peut plus féconder les femelles. Donc le fait qu'il féconde les femelles, ça assure une progéniture.
Donc, et ça constitue, en fait, ça c'est un capital parce que il contribue au maintien de l'espèce. Donc, et ainsi donc, s'il est impuissant sexuellement, c'est-à-dire qu'il a perdu cette force de travail, sa force de reproduction, et qui en quelque sorte constitue également un capital. Et la résultante, c'est qu'il traîne un labeur ingrat. Et si parfois on en vient au combat, tel un grand feu sans force allumé dans la paille, et il déploie une fureur stérile, donc c'est-à-dire une fureur stérile. Même au combat, donc, il déploie comme un feu, un grand feu sans force, c'est-à-dire qui s'éteint facilement, c'est-à-dire il n'a plus cette vigueur. Et voilà, c'est cette vigueur-là qui constitue en fait un capital. Oui, on est tout à fait d'accord là-dessus. Pour vous, monsieur Vinaver, à la page 210, c'est Benoît qui s'adresse à Passemard. Il dit: vos capacités d'analyse et de synthèse ont été appréciées et vous avez une tête remarquable. Donc ici, la force de travail chez Passemard, c'est sa capacité d'analyse et de synthèse. Donc cette capacité d'analyse et de synthèse, voilà, et en quelque sorte, il est inclus dans le produit final. Donc Passemard, il a contribué depuis longtemps, depuis qu'il est là, au travail dans l'entreprise. C'est-à-dire, quel que soit le papier hygiénique, donc il y avait une part du travail de Passemard. Donc, et ça constitue un capital. Et donc les plus-values, donc là, le profit que l'entreprise va réaliser, donc Passemard y est pour quelque chose. Et voilà, donc, et c'est ce cumul-là, donc c'est ce profit que réalise l'entreprise, donc ça constitue pour lui pour l'entreprise un capital. Eh bien, donc, et pour Passemard également, donc c'est cette capacité-là qui lui assure un poste, qu'il est maintenu dans son poste parce qu'il a cette capacité. Donc c'est son capital à lui. Si un jour, voilà, c'est par exemple il devient fou, bien, etc., il n'aura plus voilà, donc il va perdre cette capacité et du coup il sera jeté par-dessus. Bon, une autre citation qui va dans le même sens. Benoît, il lui dit: vous êtes un élément valable. Vous êtes un élément valable. C'est-à-dire, si tu n'étais pas valable, on se débarrassera de vous, voilà, avec un large sourire, sans remords, sans regret. Donc la valabilité de Passemard, c'est dû à sa capacité de travail. Donc pour lui, ça constitue un capital. Eh bien, et ça constitue également un capital pour l'entreprise. Donc, il a la bosse du marketing. Personne n'a la bosse du marketing comme lui. Et c'est pour ça qu'on le garde. Par opposition, donc on a vu à la page 208 également, c'est ce qu'il a le plus abasourdi, c'est d'avoir été liquidé. Ici, il s'agit de Madame Bachevski, mais à la retraite contre son gré, contre sa volonté, car sa force de travail ne convient plus à l'entreprise. Donc sa méthode de travail, etc., en quelque sorte, ils sont jugés obsolètes. On accepte, c'est plus difficile pour elle de se recycler, etc., ou bien c'est juste un prétexte pour se débarrasser d'elle. Donc en gros, sa capacité de travail n'est plus considérée comme un capital nécessaire ou bien essentiel pour l'entreprise. Donc ils ont jugé bon de s'en débarrasser. Eh bien, vous avez tous bien éclairé cet axe-là, ou bien vous avez bien joué votre partie. Et bon, le deuxième enjeu, ce sera le capital, ou bien le souci du rendement et du profit. Et c'est évident, hein. Donc quand on investit une somme d'argent,
Donc il y a ce souci du rendement. Donc on attend un rendement, on attend un profit, on attend un gain. S'il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de profit, il y aura forcément une perte. Et la perte n'est pas acceptable dans le travail ou bien dans le business. Pour vous, madame, à la page 86, vous dites, tout d'abord, l'impitoyable loi du rendement pèse sur vos chefs comme sur vous. Elle pèse d'un poids inhumain. Sur toute la vie industrielle, on ne peut pas passer outre. Il faut s'y plier aussi longtemps qu'elle existe. Eh bien, donc c'est une loi, donc le rendement, c'est une loi impitoyable, sans pitié. Il ne tolère pas, il est indulgent, il est intransigeant. Il faut qu'il y ait du rendement coûte, mais si c'est au détriment des vies humaines, comme on le verra dans une autre citation. Oui, c'est bien. Donc, il pèse d'un poids inhumain. Donc, inhumain, ça fait écho à impitoyable. Donc le rendement, on ne peut pas accepter qu'il n'y ait pas de rendement. Donc le rendement, c'est exigé. Il faut qu'il soit là. Donc c'est l'une des exigences du travail, ou bien du capital. On ne peut pas passer outre. Il faut s'y plier, il faut obtempérer, il faut obéir. Il ne faut pas s'y opposer aussi longtemps qu'elle existe. Oh oui, tout à fait, oui, vous avez raison. Là, vous avez donné un exemple beaucoup plus concret de cette nécessité ou bien cette exigence du profit. À 4 heures, le contremaître est venu me dire que si je n'en faisais pas 800, il me renverrait. Oui, donc là, l'usine, il fixe des normes de production, bien de rendement. Il faut atteindre 800 pièces par heure. Et ici, donc, c'est une exigence. C'est pour que le travailleur soit accepté ou bien soit jugé rentable, il faut, ou bien son travail est rentable. Donc, il faut qu'il atteigne le seuil de 800 pièces par heure. Si à partir de maintenant, vous en faites 800, je considérerais peut-être à vous garder. C'est-à-dire, au cas échéant, si vous ne faites pas 800, vous serez jeté par-dessus bord. Donc, ça montre que c'est une loi impitoyable. Le rendement, c'est une loi impitoyable. Vous comprenez, on vous fait une grâce en nous permettant de nous crever. Il faut dire merci. J'ai tendu toutes mes forces et suis arrivé à 600 à l'heure. Donc là, ça montre, il est arrivé il a déployé toutes ses forces, il s'est donné toutes les peines du monde. Il est arrivé à 600 à l'heure, c'est-à-dire il lui reste encore 200 pièces à faire, c'est-à-dire le quart du travail. Donc il est loin de la norme fixée. Eh bien, donc ça, vous voyez que les usines, ils imposent des normes de rendement qui sont très 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 élevées. Eh bien, ça montre un grand souci ou bien une grosse cupidité ou bien une avidité du rendement. Oui, vous avez tout à fait raison, madame. Oui, c'est pourquoi. C'est l'une des raisons pour lesquelles les ouvriers souffrent, que leur corps est épuisé dans le travail qu'il soit et que l'on soit dénaturé. Oui, pour vous, monsieur Vinaver, à la page 130, ceux qui n'adopteront pas la cadence, eh bien, ils resteront sur le quai. Ah, voilà, c'est la fameuse tirade de Benoît. Donc ici, il y a le ton un peu menaçant. Ceux qui n'adopteront pas la cadence, c'est-à-dire ceux qui ne produiront pas, ceux qui n'atteignent pas les normes exigées par le travail ou bien exigées par l'entreprise pour qu'il y ait du rendement. Donc il faut qu'ils travaillent une certaine cadence. Ceux qui n'atteindront pas cette cadence, ils resteront sur le quai, c'est-à-dire autrement, ils seront renvoyés sans autre forme de procès. À la page 40, vous dites également, prends toutes les
tes dispositions utiles, mon garçon, mais je ne tolérerai pas la rupture de stock. Ici, c'est Fernand de Haas qui dit à son fils, voilà, qui le met en garde contre la rupture de stock. Il n'accepterait pas la rupture de stock. Il est intransigeant, il est impitoyable. Il ne peut pas accepter qu'il y ait cette rupture de stock. Donc, la rupture de stock dit tout simplement, voilà, la fuite des fournisseurs. Et voilà. C'est-à-dire que le rendement de l'usine n'est pas à la hauteur. Et donc, il faut atteindre des normes de façon à ce que les fournisseurs soient, que la marchandise arrive aux fournisseurs de façon régulière. Parce que s'il y a une rupture de stock, il y aura forcément une fuite de fournisseurs et de clients. Et par suite, donc, l'entreprise ne trouvera plus de là où pour qui écouler sa marchandise. Et bien, donc ça montre que dans l'entreprise, donc le capital impose qu'il y ait un rendement qui atteint certaines normes. Donc il y a une norme de rendement qu'il faut atteindre. Et voilà, donc il y a toujours ce souci de rendement. À la page 198, ici c'est lors du remaniement ou bien de la prise du pouvoir par Benoît, lorsque il a commencé à produire mousse et bruyère, donc il fallait produire plus pour répondre à la demande. L'usine travaille en deux équipes. J'ai arrêté la production de Bulcor. Ici, donc, le fait qu'il travaille en deux équipes, c'est-à-dire, c'est pour atteindre un rendement optimal, maximal. C'est pour tout simplement pouvoir répondre à la demande des clients. Et c'est bien, voilà. Donc, ça montre toujours qu'il y ait cette soif de rendement. Également, on vous tolère celle-là. On peut la juger bonne après sa lecture. À la page 24, c'est Fernand de Haas qui dit « Des Américains plus gros que nous, 20 ou 30 fois plus gros ont débarqué. » C'est bien, voilà, c'est le colosse américain. Donc c'est un géant dans le domaine. Et ceux-là, c'est-à-dire ces Américains-là, plus ils sont gros, plus ils ont faim. Donc il y a donc plus on est gros, plus l'entreprise est grosse, plus il est avide, plus le rendement il est beaucoup plus exigé dans une grande entreprise qu'une moyenne ou bien une petite entreprise. Et ça montre que le capital il est très soucieux du rendement. Et pour vous, Monsieur Vergier, est-ce que l'agriculteur également, est-ce qu'il est soucieux du rendement? À la page 41, vous dites « La récolte ne comblera les vœux de l'avide laboureux que c'est la senti 2 fois le soleil et 2 fois les frimas. Alors d'immenses moissons feront crouler ses greniers. » Eh bien, donc voilà le mot ou bien l'adjectif avide. Donc les récoltes nous combleront les vœux, les désirs, les souhaits de l'avide laboureux. Donc le laboureur également, il est avide, il désire produire plus. Donc pour qu'il produise plus, il faut qu'il fasse sentir à sa terre 2 fois le soleil, 2 fois le frimas, 2 fois le froid. La conséquence, c'est que d'immenses moissons. Donc il y a donc la quantité ou bien la récolte, elle est abondante au point que ces greniers, ces espaces de stockage croulent ou bien s'affaissent ou bien se détruisent sous le poids de cette récolte. Donc également dans le travail agricole, on est également soucieux du rendement. On cherche toujours, on aspire toujours à ce que la récolte soit optimale, maximale, abondante, etc.
Eh bien, voilà, donc là, vous êtes tous d'accord concernant le rendement. Sauf que pour Virgile, pour vous, Vinaver et Simoré, donc il y a cette présence du capital qui se fait sentir. Alors que chez Virgile, donc à l'époque, il n'y avait pas encore cette idée du capital, du capitalisme, de l'investissement, de l'argent qui entre dans le travail. Eh bien, voilà, pour cet enjeu, on verra le capital et la promotion du travail. Donc, est-ce que le capital permet la promotion du travail? Qui dit promotion dit catalyser, ou bien au sens chimique, hein, ou bien doper, comme dans le sport. Il y en a ces sportifs qui se dopent, hein, qui utilisent des produits pour que leur corps déploie beaucoup plus ou bien qu'ils résistent à la fatigue. Donc également, le capital, il permet de doper, de créer une mouvance, de créer une activité beaucoup importante dans le travail. Et effectivement, dans une petite entreprise, voilà, quand il emprunte un crédit, il s'achète de nouvelles machines, etc., il met en point de nouveaux procédés, ça permet d'augmenter la productivité et par suite le rendement et se tailler une place importante sur le marché. Pour vous, M. Vinaver, vous insistez, on vous accorde le privilège. À la page 25, vous dites les Américains empruntent quand les affaires vont bien afin qu'ils aient encore mieux. Eh bien, c'est une philosophie, autre que celle à laquelle que professe Fernand de Haas. Pour lui, donc il a certaines valeurs ancestrales, il essaie de ne pas être redevable à qui que ce soit. Pour lui, c'est ça le modèle. Alors que les Américains, pour eux, ils empruntent quand les affaires vont bien, c'est-à-dire quand la machine tourne bien, quand la marchandise est bien écoulée, etc. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils empruntent, c'est-à-dire ils contractent des crédits, voilà, tout simplement, pour agrandir le projet, pour se déployer dans d'autres, chercher d'autres marchés, conquérir d'autres marchés plutôt. Eh bien, donc, ça montre que l'argent, il dope ou bien il promeut le travail. Eh bien, voilà, donc chaque fois, Amazon, etc., quand ils contractent un crédit, donc ils créent de nouvelles structures, ils embauchent énormément de personnes, etc. Donc ça crée une certaine, beaucoup d'emplois, etc. Oui, c'est bien, et ça produit plus. Et la qualité du produit et le coût, donc, deviennent beaucoup plus compétitifs. À la page 65, vous ajoutez, en un mot, trouver à mobiliser les fonds nécessaires pour la mise en œuvre d'une politique d'expansion à la mesure de notre ambition. Eh bien, donc voilà le personnage il cherche à mobiliser les fonds. Qui dit fonds dit argent, dit capital. Donc mobiliser les fonds, c'est-à-dire chercher des sources de financement qui permettent de réaliser sa politique d'expansion. La politique d'expansion, c'est-à-dire conquérir d'autres marchés. Voilà, donc, et conquérir d'autres marchés, se tailler une place sur le marché d'autres marchés, c'est-à-dire, c'est proportionnel. Donc, du moment qu'on écoule beaucoup plus de marchandises, donc le profit augmente. Et voilà, donc, à la mesure de notre ambition. Donc, il y a ce vœu, ce désir, ce souhait de gagner plus. Eh bien, ce qui le permet, c'est l'argent. Donc l'argent, il permet de
effectivement doper ou bien de promouvoir le travail. Comme aujourd'hui, avec la différence que nous y injecterions les fonds qui vous manquent. Et c'est Young, c'est lui qui a racheté l'entreprise après son redressement. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réinjecter encore des fonds. Et en injectant des fonds, c'est-à-dire du capital, donc il va apporter un autre capital à l'entreprise. Cela va, en quelque sorte, améliorer le travail, assurer une productivité beaucoup plus importante qu'autrefois. Pour vous, madame, voilà, à la page 189, ces hommes, donc, il s'agissait des deux patrons que vous aviez rencontrés dans le métro, ont cru être tout puissants dans leur entreprise, ils y ont risqué ce qu'ils avaient d'argent. Eh bien, effectivement, donc, le fait de risquer de l'argent, donc pourquoi donc ces hommes, ou bien ces patrons, ils sont puissants, hein, ils se croient puissants, ils se croient être des dieux dans leur entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils y ont risqué de tout ce qu'ils avaient d'argent. Donc ils ont misé leur argent dans leur entreprise. Et pourquoi ils ont misé tout leur argent? Et même ils auraient même contracté des crédits, c'est tout simplement pour assurer une bonne marche du travail, voilà, faire évoluer leur activité, assurer un rendement optimal. Eh bien, également à la page 190, c'est, je crois, la lettre de Lafitte, cet ingénieur-là qui vous a répondu. Donc, les patrons, ils enrichissent la collectivité et rendent service à la nation. Et effectivement, donc parce que, à travers leur travail, ils ont misé leur argent, ils contractent des crédits, c'est comme ça qu'ils créent de la valeur, ils créent des emplois, ils produisent des biens et des services. Eh bien, donc voilà, donc là, le travail, ça permet de créer, donc bien l'entreprise, c'est créer des biens et des services. Et du moment qu'on y injecte on y met de l'argent, donc ça contribue à en créer davantage. Ces biens et ces services. Et ils en sont d'autant plus convaincants qu'ils ont vu à côté d'eux des gens gagner plus d'argent qu'en se bornant à jouer des rôles de commissionnaires, d'intermédiaires, à spéculer et quelquefois à escroquer l'épargneux sans être punis. Donc là, il y a une certaine différence entre ces patrons-là qui mettent leur argent dans leurs affaires et ceux qui gagnent autrement l'argent. Et donc ça montre donc il y a cette part de risque dans le travail en maison de l'argent, mais la résultante, on doit le reconnaître, c'est ça contribue à créer de la richesse. Créer de la richesse, donc quand on crée de la richesse à travers l'argent qu'on a mis ou bien à travers le travail, donc l'argent ou bien le capital y est pour quelques raisons. Pour vous, monsieur Virgile, est-ce que vous croyez que l'argent ou bien le capital permet de promouvoir le travail? À la page 39, vous vous adressez à César. Veux-tu, César, visiter les villes ou prendre soin des terres et voir le vaste univers t'accueillir comme l'auteur des moissons et le maître des saisons? Voilà, donc l'appel est clair. Donc vous appelez César, l'empereur, le monarque, le chef suprême, à visiter les villes ou prendre soin des terres. On va prendre juste ça, c'est prendre soin des terres. Donc, même visiter les villes. En visitant les villes, donc il doit avoir une idée sur la nature de la ville. Voilà, les activités qu'on y exerce, comment les gens vivent. Et ainsi, donc il va s'y intéresser. Bon, le fait qu'il s'y intéresse, donc,
pour un politicien, quand il vient, il visite, il inspecte, donc cela, il va repartir, il va penser comment réhabiliter la ville, comment créer une mouvance dans la ville, comment faire en sorte que la ville devienne prospère. Et cela, pour que la ville devienne prospère, donc c'est-à-dire, donc, il doit y injecter de l'argent. Il doit créer des activités économiques, industrielles, artisanales, etc., pour que les gens trouvent où travailler, où gagner de l'argent, et c'est ce qui permet une certaine prospérité. Également, prendre soin des terres. Donc, prendre soin des terres, donc, ce n'est pas lui qui va prendre la charrue et se mettre au travail. Donc, mais cela passe par débloquer des fonds, consacrer des fonds pour les terres, pour les agriculteurs, aider financièrement les agriculteurs, mettre en place de grands projets, construire des canaux d'irrigation, construire des barrages, etc., etc. Donc il y a donc la décision politique, elle est derrière, voilà, la promotion du travail. Et comment là, les entités politiques interviennent, c'est en consacrant des budgets, au développement que ce soit industriel dans les villes ou bien artisanal, que ce soit dans le cas de l'agriculture. Eh bien, vous continuez, donne-moi une course facile et favorise mes hardies entreprises. Voilà, c'est toujours l'appel à César pour qu'il verse de l'argent, hein, pour qu'il mette la main à la poche pour tout simplement aider financièrement le poète et même les agriculteurs. Ils sont sensibles comment aux misères des compagnons. Donc la misère, donc les compagnons qui ne savent pas le route, donc du moment qu'ils sont misérables, donc ils ont besoin de l'aide pour qu'ils se réhabilitent, qu'ils peuvent produire et travailler, produire de façon qu'ils soient au-dessus du besoin. Et avance et accoutume-toi dès maintenant à être invoqué par les vœux. Donc accoutume-toi dès maintenant à être invoqué par les vœux, c'est-à-dire soyez et l'amabilité tout simplement de répondre aux appels aux appels que ce soit des citadins, que ce soit des villageois, bien des compagnons, voilà, pour leur venir en aide beaucoup plus financièrement, beaucoup plus sur le plan de l'argent. Donc, c'est l'argent qui fait en quelque sorte, qui aide à bien facilite ou bien dope ou bien promeut le travail. Et ce n'est pas sans raison que le travail, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, et aussi c'est le nerf de l'industrie ou bien du travail. Eh bien, on est tous d'accord, mais ce capital, est-ce qu'il ne comporte pas un versant négatif? Oui, on est tous d'accord qu'il permet de promouvoir le travail. Mais est-ce que le capital n'est pas un tyran, un despote, un dictateur? Est-ce que le capital n'est pas un corrupteur universel, hein? Il corrompt, il altère l'homme, les hommes, il altère même le travail, il menace la pérennité du travail. Et voilà, on a la citation de Barnum qui dit « L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître ». Oui, donc ça permet un bon serviteur, ça va ça va avec l'axe qu'on vient de voir, ça permet de promouvoir le travail. Mais ça devient un mauvais maître quand il s'érige en maître, donc c'est un dictateur, voilà, un despote, et son action, elle est toujours maléfique. On commence par là.
Madame Simone, à la page 53, vous dites il y a pas mal de jalousie parmi les ouvriers qui se font en fait concurrence du fait de l'organisation de l'usine. Eh bien, donc l'organisation de l'usine, il est en quelque sorte responsable de cette concurrence, de cette jalousie parmi les ouvriers. Donc l'origine, c'est qu'il y en a celles qui travaillent plus, ils reçoivent des primes, et celles qui ne peuvent pas travailler plus, ils ne reçoivent pas de primes. Et même quand on n'atteigne pas un certain seuil, donc la PLA, on ampute une partie on retranche quelque chose, on ôte une partie du salaire parce qu'on n'a pas atteint les normes prescrites par l'entreprise. Et bien donc là, l'argent, ça devient source de concurrence et de jalousie. Parfois, la jalousie elle peut mener à des assassinats, à des bagarres, à des querelles, etc. À la rancune. Donc il y a cette rancœur que ceux qui ne peuvent pas gagner plus gardent à l'égard de ceux qui gagnent plus. À la page 216, donc c'est qu'il faut détruire la solidarité ouvrière au moyen des primes et de la concurrence. Et voilà, ça c'est la même idée. Donc ici, c'est l'idée de Ford. Donc pour lui, donc il voit que il faut détruire la solidarité. Donc la solidarité comme valeur qu'on verra par la suite, dans les valeurs dans le travail, dans une autre partie, que la solidarité c'est une valeur. Et malheureusement, donc c'est une valeur humaine, sociale. Et malheureusement, le capital, elle fait en sorte que cette solidarité soit détruite, qu'il n'y a plus de liens humains, de rapports humains parmi les ouvriers ou bien parmi ceux qui travaillent au sein d'une même structure. Donc le moyen, c'est les primes et la concurrence. Donc je travaille plus, je gagne plus. Et voilà, donc ça crée une certaine concurrence. Et qui profite, c'est toujours le capitalisme, malheureusement, et ça nuit à la... Donc, si on clôt ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'homme il est dénaturé par le travail. Donc la solidarité, elle est anéantie. Eh bien, un autre exemple, à la page 79, c'est Simone qui parle. Elle m'a expliqué comment elle et ses camarades étaient arrivés à se laisser réduire à cet esclavage. Donc c'est une ouvrière qui a raconté à Simone comment ils se sont laissés réduire à cet esclavage. Donc c'est-à-dire qu'il y a une part de responsabilité chez les ouvriers, qui fait en sorte qu'ils sont devenus des esclaves. Donc il y a 5 ou 6 ans, m'a-t-elle dit, on se faisait 70 francs par jour. Et pour 70 francs, on aurait accepté n'importe quoi, on se serait crevé. Donc voilà l'appât du gain, la cupidité, l'avidité de gagner plus. Voilà, donc il pousse l'homme à faire n'importe quoi, à accepter n'importe quoi, à travailler dans n'importe quelle condition. Maintenant encore, certaines qui n'en ont pas absolument besoin sont heureuses d'avoir à la chaîne 4 francs l'heure et des primes. Qui est donc dans voilà, donc il y en a encore. Voilà, donc il y en a encore qui acceptent de travailler dans ces conditions, bien selon ces conditions. Voilà, 4 francs l'heure et plus des primes. Voilà, si on fait le calcul, même si on travaille 12 heures par jour, ça fait 48, et en plus des primes, donc je crois que c'est difficile d'atteindre ce seuil de 70 francs. Et si on ajoute la fatigue et le vieillissement, donc ainsi l'ouvrier en vieillissant, donc il va gagner moins. Et voilà, donc et pourquoi il a accepté de travailler, donc selon ce modèle-là, ou bien selon ces conditions, c'est cet appât de
du gain. Eh bien, donc ça montre que l'argent, il corrompt les hommes. Voilà, en quelque sorte, l'état où sont arrivées ces ouvrières, ou bien les ouvriers en général, ils sont en quelque sorte responsables. Ils n'ont pas seulement l'usine. Qu'est donc dans le mouvement ouvrier où soi-disant tel a eu le courage de penser et de dire pendant la période des hauts salaires qu'on était en train d'avilir et de corrompre la classe ouvrière? Eh bien voilà, donc personne ne se posait la question, c'est ce travailler à l'heure et plus les primes, c'était une pente dans laquelle tout le monde s'est glissé. Et c'est par là que tout le monde a été corrompu. Eh bien, ça montre que l'argent était une source de corruption. On vous tolère, madame, encore celle-là. C'est un peu trop, mais voilà, on accepte. À la page 179, donc la société bourgeoise est atteinte d'une monomanie. Donc la monomanie, donc on peut dire c'est une obsession. La monomanie de la comptabilité. Voilà, vous aurez dû nous sortir cette citation quand il s'agissait du souci de rendement. Mais oui, on accepte. La monotonie de la comptabilité. Qui dit la comptabilité dit le rendement. Pour elle, rien n'a de valeur que ce qui se peut chiffrer en francs et en centimes. Elle n'hésite pas, voilà, c'est ce qui est dangereux. Elle n'hésite jamais à sacrifier des vies humaines à des chiffres qui font bien sur le papier. Voilà, ça montre que l'appât du gain, ou bien le désir de gagner de l'argent, voilà, fait en sorte que, ou bien cette obsession de gagner, et fait en sorte que dans l'entreprise, on sacrifie des vies humaines à des chiffres. Voilà, on tient compte des chiffres et on ne tient pas compte des vies humaines. Donc on impose des cadences de travail qui déshumanisent l'homme, qui ôtent à l'homme, comme on l'a vu, donc il travaille de façon mécanique, etc. Et il tue son âme, etc. Tout simplement pour arriver à des seuils, voilà, sinon il serait jeté par-dessus bord. Et voilà, donc là, dans les entreprises, voilà, donc cette monomanie ou bien cette obsession de la comptabilité, on n'hésite jamais à sacrifier, à égorger, ou bien à jeter, voilà, d'une façon sans remords, sans regret, voilà, à la déchéance, condamner à la déchéance des vies humaines. Malheureusement, nous subissons tous un peu la contagion de cette idée fixe. Et voilà, donc nous sommes tous corrompus par cette idée de la comptabilité. Nous nous laissons également hypnotiser par les chiffres. Et voilà, donc ça montre qu'il y a cette corruption que le capital, l'argent, il a corrompu de tout le monde. Donc, et voilà, ça montre que c'est un mauvais maître. Et voilà, c'est largement suffisant, madame. À la page 124, par-dessus bord, donc c'est Marjorie qui en quelque sorte, qui en avait marre de son mari, elle a dit l'argent, l'argent. Donc il y a la répétition, il y a l'anaphore. Tu vas finir par me dégoûter de ton argent. La répétition du mot argent 3 fois dans une courte phrase. Donc ça montre que l'homme, il est en quelque sorte corrompu, obsédé par l'argent. Et quelqu'un qui ne pense pas qu'à l'argent, donc il y a en quelque sorte, c'est, comme vient de dire Madame Simone, donc il a cette monomanie de la comptabilité, qui dit comptabilité, dit l'argent, dit le rendement, etc. Eh bien, voilà, vous ajoutez, c'est l'un des salariés dont la fête dansante, organisée par Fernand Dehaze, à la page 28, vous dit, ce salarié dit qu'il cherche à nous exploiter, c'est normal. Donc l'exploitation des salariés, pour lui, c'est normal, c'est une évidence. C'est leur rôle. Et même, voilà, c'est leur rôle. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais le pognon, si tu avais l'argent, c'est-à-dire, si tu avais l'argent, tu vas exploiter
des salariés. Donc, c'est en quelque sorte, c'est une loi. Donc, quelle que soit la personne, bien l'entrepreneur, bien l'homme d'affaires qui a de l'argent, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il exploite ses salariés. Et bien, donc, ça montre que l'argent, ou bien le capital, il est vraiment corrupteur. Oui, on est tout à fait d'accord. À la page 103, c'est aux anges le banquier. Vous êtes, mon cher, un patron pour temps paisible. Il s'adresse à Olivier. Donc, si le banquier, il n'a pas consenti à accorder un crédit à Fernand de Haas. Maintenant, il est mort. Et quand Olivier l'a demandé le prêt pour redresser l'entreprise, en quelque sorte, il a refusé. Vous êtes un patron pour temps paisible, quand il n'y a pas de problème. Donc, une condition que nous mettons à la souscription de ce prêt, c'est la remise des pouvoirs à Benoît, qui nous paraît plus méchant que vous. Eh bien, donc la condition pour qu'on vous accorde le crédit ou bien qu'on vous accorde le fonds dont vous avez besoin, il faut que vous cédiez la place à Benoît. Pourquoi? Parce que Benoît, il est plus méchant que vous. Donc, c'est-à-dire, donc voilà l'une des caractéristiques du patron. Et voilà, donc ici, on voit que l'argent, donc on doit mettre l'argent, la banque, elle pense mettre l'argent, voilà, dans la main de quelqu'un qui est méchant. C'est-à-dire, donc ça montre que l'argent, il est corrupteur. Voilà. Donc ici, c'est l'institution qui parle. Ce n'est pas une personne, mais c'est une institution. Voilà le mindset de l'institution financière. Il nous faut un méchant bonhomme qui aime mordre. Donc ici, c'est la métaphore du chien. Donc ici, le patron doit être quelqu'un de méchant qui aime, qui se plaît à mordre, qui se plaît à sacrifier des vies humaines, voilà, qui se fait à la comptabilité, qui fait fi d'eux, qui ne s'intéresse pas aux vies humaines ou bien au côté solidarité, valeur, etc. Ce qui l'intéresse, c'est le profit. Donc avec lui, la banque croit pouvoir prendre le risque. C'est pourquoi donc les banques, ils accordent leur définancement à cette catégorie d'hommes. Et c'est ce qui encourage les autres à faire de même. Et donc en quelque sorte, c'est cette sélectivité à choisir en quelque sorte les patrons, ou bien à imposer voilà, leur attitude au patron. Donc il est dû en quelque sorte aux prescriptions ou bien aux exigences des banques, ou bien aux conditions des banques. En plus, voilà, on voit la banque qui met d'autres conditions. Voilà, c'est que nous puissions un peu contrôler les événements. Aussi, nous pensons raisonnable que la banque se va offrir 4 sièges à votre conseil. Voilà, le comble, c'est que la banque, il exige tout simplement qu'il ait des sièges dans le conseil de l'administration. Et voilà, donc ça montre que les institutions financières, ils prennent le contrôle et ils dominent les entreprises. Ils dominent les entreprises, donc les entreprises ne peuvent rien faire. Les patrons ne peuvent rien faire sans l'aval des détenteurs de capitaux. Voilà, donc ça montre, et c'est les détenteurs de capitaux qui dictent leurs lois. Et du moment qu'ils dictent leurs lois, et voilà, ils sont impitoyables. Et ça montre qu'ils ont en quelque sorte, voilà, c'est une manière de montrer que le capital, il est vraiment corrupteur. Ah oui, pour vous, monsieur Virgile,
même si à l'époque, il n'y avait pas d'institution financière qui accorde des prêts, etc., et qui imposent leurs lois aux, 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 aux patrons des entreprises, etc. Vous dites à la page 103, d'autres avec des rames tourmentent les flots aveugles, se ruent contre le fer et pénètrent dans les cours et les palais des rois. Voilà, donc d'autres, c'est-à-dire d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se ruent contre le fer et pénètrent dans les cours et les palais des rois. Pourquoi ils vont dans les palais des rois? Donc, c'est, hein, plus on est proche du palais, dans les cours, et donc il y a c'est là où il y a l'argent, hein, le pouvoir, il y a mais beaucoup plus c'est l'argent, c'est côté finance. Donc ils font n'importe quoi pour être là. L'un conspire la destruction d'une ville et de malheureux pénal. Donc le fait de conspirer, de manigancer, d'agir pour que une ville soit détruite, tout simplement, c'est tout simplement pour s'accaparer pour chercher le butin, pour avoir du pouvoir. Donc c'est question c'est l'argent, c'est l'appât du gain qui pousse les gens à voilà, à faire à agir, voilà, dans le sens, de façon qui n'est pas morale. Voilà. Donc, en quelque sorte, l'argent, il corrompt les mœurs, il corrompt l'humanité. Pour boire, voilà. Donc, tout simplement, c'est pour boire dans une gemme et dormir sur la pourpre de Sarah. Et voilà, c'est tout simplement pour des bénéfices terrestres, tout simplement pour vivre en quelque sorte dans le luxe. Donc, pour vivre dans le luxe, ils font n'importe quoi. L'autre enfouit ses richesses, il couvre l'or qu'il a enterré. Donc il y a cette cupidité, cette avarice qui s'installe chez l'être humain. Celui-ci reste en extase devant les rostres. D'autres se plaisent à se baigner dans le sang de leurs frères. Là, donc, tout simplement, c'est pour dominer, pour avoir le pouvoir, l'argent. Donc, toujours, et donc, il y a ce désir de dominer, d'avoir, de posséder, qui pousse l'homme à nuire, ou bien même à tuer ou bien à chercher l'anéantissement de son alter ego. Échange contre l'exil, leur demeure et leur seuil si doux, ils recherchent une patrie située sous d'autres cieux. Et voilà, donc ici, c'est le désir, bien la volonté ou bien l'appât du gain, il pousse les hommes à agir d'une façon qui n'est pas morale. Voilà, donc ils versent dans le sang, dans le crime, dans le péché au sens religieux, etc. En gros, donc c'est l'argent, il est vraiment corrupteur. Eh bien, merci. Voilà, c'était saisissant cette partie. Donc, argent, capital et travail. On a vu que effectivement, donc le travail ou bien la force de travail, c'est un capital, c'est convertible en argent, en fonds. Et puis ce fonds ou bien le capital, il est soucieux, il est vraiment dans le travail, on est soucieux du rendement sous l'effet du capital, parce que le capital, il fait des comptes. Hein. Donc, quand on fait des comptes, on doit toujours réaliser des profits. On n'accepte pas qu'on travaille à perte. Et on a montré, bien, vous avez montré effectivement que le capital, c'est un moyen qui permet de encourager, de catalyser, de promouvoir, de doper le travail. Mais en contrepartie, il menace la pérennité du travail, il corrompt les mœurs, il corrompt même les valeurs humaines et sociales. Sur ce, on vous dit merci et on vous donne rendez-vous pour une autre partie dans 2 jours ou bien 3 jours selon
votre disposition et merci.